Si vous m'aviez croisé il y a à peine 2 ans, que vous m'auriez proposé un iPhone gratuitement comme ça, je l'aurais sûrement revendu malgré un téléphone moins puissant dans ma poche. En effet, il y a à peine 2 ans encore, j'étais un gros haters de Apple. Pourquoi ça et pourquoi ai-je changé d'avis? Et est-ce si compliqué au final de changer d'avis? Et qu'est-ce que ça implique? C'est les questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Je n'appréciais pas Apple parce que je n'avais jamais eu d'iPhone en fait, et que les designs ne me paraissaient pas très folichons. Les designs avec des gros bords et un gros bouton au milieu, je n'appréciais pas ça, tout simplement. Et du coup je me suis jamais tourné vers les iPhones. Petit à petit du coup je me suis enfermé dans un cercle de gens qui trash talkaient Apple à longueur de journée dès qu'un article sortait, dès que quelque chose sortait, et toujours critiquer les prix évidemment parce que le prix est plus important que le produit. Mais au final j'ai été de plus en plus attiré par la tech. Je me suis renseigné sur plein de sujets différents et il a bien fallu à un moment où je me renseigne sur les iPhones, voir ce qu'ils avaient dans le ventre, voir pourquoi au final je ne les aimais pas, parce que je me suis retrouvé bête quand je me suis posé la question de mais au final pourquoi en retirant le prix je n'ai pas Apple? C'est la question que je me suis posée. Au final en me renseignant, je me suis retrouvé à regarder la keynote de la présentation des iPhone 11 et j'ai aimé ce que j'ai vu, et j'ai commencé à rentrer dans un cercle qui m'a fait aimer Apple. Alors lorsque l'occasion s'est présentée pour moi de pouvoir changer de téléphone, je n'ai pas hésité une seule seconde et je me suis engagé corps et âme pour réussir à avoir un iPhone et tester cela pour pouvoir, si je critique dans l'avenir, pouvoir critiquer avec un minimum de valeur. J'aurais essayé et tout cela m'a amené milieu 2020 à acheter un iPhone XS Max. Donc revenons déjà très rapidement sur les caractéristiques de l'iPhone XS Max pour voir s'il pourrait peut-être vous intéresser même en 2020. Il est toujours excellent, mais c'est pas le sujet central de la vidéo. On va plus s'attarder sur la transition, comment elle se passe. Est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça de faire la transition entre iOS et Android? Donc déjà cet iPhone XS Max est muni d'un écran OLED de 6,5 pouces, donc ce qui est très grand, assez imposant, mais finalement moins que ce à quoi je m'attendais. La prise en main est plutôt cool et on s'y habitue rapidement. L'écran fait 2688 par 1242 pixels. C'est un très bon écran, très bien calibré, parfait, luminosité nickel, rien à redire. Au niveau des capteurs photo et vidéo, à l'arrière on retrouve un capteur de 12 millions de pixels qui ouvre à 1.8, un grand angle standard, et un autre capteur de 12 millions de pixels qui ouvre à 2.4 et qui est un téléobjectif. À l'avant on retrouve une caméra de 7 millions de pixels avec une ouverture de 2.2. Niveau puissance, on se retrouve avec la puce A12 de chez Apple, donc une puce qui a maintenant 2 ans. Aujourd'hui on est sur la A14 avec les nouveaux iPhones et le nouvel iPad Air. La batterie est une batterie de 3174 mAh. Au niveau de la qualité matérielle du produit, on est sur un console en acier inoxydable poli et un dos en verre. Les finitions sont parfaites, l'objet est premium, heureusement vu le prix. Cet iPhone je l'ai payé grâce à un nouveau forfait que j'ai pris chez SFR, et du coup je l'ai payé de ma poche 178 €, et mes parents le payent encore pendant 2 ans, donc tous les mois 8 € pendant 24 mois. Donc déjà on va commencer par les points négatifs. Qu'est-ce qui m'a bloqué quand je suis passé à iOS et qu'est-ce qui a été compliqué dans cette transition? Mes lumières connectées sont des Yeelight de chez Xiaomi et elles ne sont pas compatibles avec l'application Maison. C'est un peu dommage, personnellement j'aurais préféré pouvoir les utiliser directement et les contrôler dans le centre de contrôle. C'est pas forcément le plus gros problème, je peux quand même les utiliser grâce à l'application raccourci et même grâce à Siri. Mais au final pour les activer je n'utilise que mon Google Home, vu que j'ai un Google Home. Du coup le côté un peu négatif de ça, de pas pouvoir utiliser dans l'application Maison, c'est que j'ai toujours besoin de certains services Google que j'utilise, comme Google tout court pour avoir la double vérification parce que j'ai une adresse mail en Gmail. J'ai besoin de l'application Maison Google Home et pouvoir la contrôler directement dans Home. Le plus gros problème que j'ai eu, c'est pour transférer des fichiers, surtout vidéo, vers un PC. C'est un peu galère, c'est super chiant. Au final, quand on comprend qu'avec iCloud on peut directement le faire de façon super facile, les problèmes se règlent, mais rien qu'en branchant ça marche une fois sur deux. En même temps c'est pas fait pour marcher comme ça, c'est vraiment fait pour utiliser iCloud. Donc on se connecte sur l'iCloud directement sur le PC et on télécharge directement les fichiers qu'on trouve dans iCloud. Donc aucune perte de qualité, c'est nickel, c'est génial, mais on ressent quand même l'envie, quand on connaît AirDrop et qu'on sait comment l'utiliser, on ressent un peu si j'avais un Mac ça serait plus simple. Je vous rassure, je compte pas passer du tout sur un Mac fixe, absolument pas. Je veux toujours avoir un pied dans Windows. Encore Android ça me dérange pas de totalement passer à côté. Google ça me dérangerait vraiment pas, rien que pour mes données personnelles, de pouvoir le mettre à côté. Mais Microsoft, Windows, je veux toujours avoir un PC fixe Windows à un moment ou à un autre. Rien que pour le gaming, c'est génial. Et aussi en top 2 également des problèmes les plus chiants, c'est qu'on passe du coup sur un chargeur 5 watts. Bon aujourd'hui ils sont plus... Moi j'ai eu un chargeur du coup 5 watts. Et c'est vrai que je suis passé d'un chargeur rapide chez Android qui chargeait mon téléphone en 30 minutes à 80% à un chargeur qui est vraiment pas dingue. Et la batterie est suffisante, elle est bien et c'est vraiment pile poil. Mais en même temps c'est la faute à un très grand écran qui consomme du coup beaucoup d'énergie. Tous les iPhone 11 ont une très bonne autonomie et même les nouveaux iPhone 12 ont une autonomie plutôt correcte. Du coup maintenant on va passer au point positif. Qu'est-ce que moi m'a plu sur iOS? Quelle expérience j'en tire et est-ce que ça a été vraiment si difficile de passer sur iOS? Il faut savoir que iOS c'est un OS très intuitif, très simple, même pour les non-initiés, on s'y fait vraiment très rapidement et c'est pas si choquant au final. On croit toujours que iOS et Android c'est hyper opposé parce que c'est les deux seuls gros OS. On a tendance à trop les opposer alors qu'au final ils ont beaucoup plus de points communs que de différences. Ce qui change tout et que je retiendrai par-dessus tout, c'est l'optimisation d'iOS. C'est vraiment ce qui va me faire rester sur iOS. C'est tellement plus agréable que sur Android, faut arrêter de se leurrer. En point positif on a aussi Face ID, j'ai fait une vidéo là-dessus
donc n'hésitez pas à aller la voir. Meilleure technologie de reconnaissance faciale, ça aide vraiment au quotidien. Ensuite on a Apple Pay. J'ai jamais fait autant confiance en fait à des constructeurs. Si on avait eu un Apple Pay un peu similaire, prototype sur l'ancien Honor, j'aurais pas forcément utilisé, vous voyez. C'est vraiment hyper pratique au quotidien avec le NFC, vous payez tout ce que vous voulez. J'ai fait aussi une petite aparté là-dessus dans la vidéo sur Face ID, donc n'hésitez pas à aller la voir. Grosse idée reçue sur iOS, c'est être limité au niveau des paramètres, au niveau de la personnalisation, etc. Donc au niveau des paramètres, en fait, j'ai jamais autant pris mon pied depuis très longtemps parce que maintenant Android je le connais par cœur, et donc j'ai vraiment aimé fouiller dans les réglages, voir toutes les petites options et tout, parce que finalement iOS laisse beaucoup d'options quand même, et c'était vraiment cool de voir comment c'était agencé, de regarder les paramètres. Moi j'aime bien ça. Je pensais ne plus pouvoir faire ça du coup, et au final si, il y a vraiment beaucoup d'options, beaucoup de petits fichiers, de trucs à aller voir, et au final je me suis pas senti limité là-dessus, et en plus je suis arrivé quasiment à la sortie d'iOS 14 qui donne des possibilités de personnalisation incroyables avec les widgets qui sont apparus et avec la nouvelle application Widget Smith que vous avez sûrement entendu parler, que tout le monde en a parlé, pour pouvoir personnaliser votre téléphone comme vous le voulez. Donc au final, même si un jour j'ai envie de péter un câble et de faire une putain de personnalisation hyper bizarre, et bien je pourrais. Et du coup en fait finalement je me sens pas du tout si dépaysé que ça. Et si à l'époque c'était ça qui vous faisait peur avant de passer sur iOS, sachez que maintenant c'est du pareil au même. Les mises à jour sont régulières et tout le monde a les mêmes. Chaque grosse mise à jour se fait en septembre à la sortie des nouveaux iPhones. On est sous iOS 14 à partir de la sortie du coup de l'iPad Air, à cause du Covid les iPhones ont été retardés. On aura iOS 15 en même temps que les iPhone 13, etc. Et ça on le sait. Et en plus les mises à jour sont présentées pendant la WWDC qui se tient en juin il me semble. Donc on est même au courant des nouveautés avant et tout le monde les a en même temps. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que sur le Honor 10, j'étais pendant un long moment sous Android 9. Ça faisait quasiment un an qu'Android 10 était là avant que la mise à jour se soit faite sur mon téléphone. Quand je l'ai eu j'étais super content, mais c'est vrai qu'attendre un an pour avoir la mise à jour que tout le monde a depuis super longtemps, ça fait chier, surtout que c'est pas un téléphone très vieux. Il date de 2018, la même année que celui-là, et celui-là il a les mises à jour le jour J, et ça fait plaisir. La sécurité, alors ça c'est incroyable, déjà Face ID, je l'ai déjà dit, franchement ça c'est super cool, c'est hyper transparent, sachant que, je le rappelle, mais Apple n'est pas une société qui vend les informations. Apple c'est avant tout une société qui vend des services et des produits, alors que Google, elle, son premier revenu c'est vendre vos services. C'est vrai que je me sens beaucoup plus confiant dans iOS en sachant ça. Et après la découverte de l'OLED, mais ça il y en a très bien chez les Android, mais ça fait super plaisir de trouver un écran magnifique comme ça, c'est incroyable, c'est le meilleur écran que j'ai jamais eu sur un smartphone. Contrairement à ce que les gens croient, l'iPhone peut être testé sans forcément se fermer aux autres écosystèmes. En fait l'iPhone est plus une entrée à cet écosystème qui est l'écosystème d'Apple, dont la clé est finalement pour refermer la porte l'Apple Watch. Et vous savez quoi, cette mise en bouche elle me plaît énormément. Actuellement j'ai envie de tout tester, et au vu de la sortie des nouvelles Apple Watch SE, j'ai vraiment une furieuse envie de me jeter sur cette clé et de refermer la porte qui est derrière moi, au moins pour un temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre votre avis sur l'iPhone et iOS en général dans les commentaires, votre avis de pourquoi vous êtes sur Android ou pourquoi vous aimez iOS. Si vous me répondez les emojis par contre je vous gifle. Et dans notre cas on se retrouve bientôt, du moins je l'espère.